Alors, après avoir énoncé la définition de la transposée d'une matrice, on va voir ce que ça apporte pour les matrices symétriques et les matrices antisymétriques. En fait, une matrice symétrique, on avait défini ça comme en disant que c'était une matrice carrée qui vérifiait AIJ est égal à AJI. Donc ça veut juste dire que T de A égale A. Et une matrice antisymétrique, c'était une matrice carrée telle que AJI est égal à moins AIJ. Donc du coup, ça veut dire que T de A est égal à moins A. On note respectivement Sn de K toutes les matrices symétriques, donc toutes les matrices qui vérifient cette égalité-là, et on note An de K l'ensemble des matrices vérifiant cette égalité-là, c'est-à-dire les matrices antisymétriques. Exercice 10, notons S l'endomorphisme de transposition de Mn de K dans Mn de K. Donc on a vu que cette application qui a une matrice associée à une transposée, on a déjà vu que c'était un isomorphisme d'espace vectoriel de MNP dans MPN. Donc là aussi, là vous comprenez bien qu'on est dans le cas particulier où N et P sont égaux. Donc là aussi c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Et du coup on dit automorphisme puisque c'est un endomorphisme. Et puis il a la particularité, cet endomorphisme, de vérifier S rond S égale l'identité. Effectivement, la transposée de la transposée, si on transpose deux fois, on retombe sur la matrice initiale. Que peut-on en déduire? Donc on a une application linéaire qui vérifie S rond S égale l'identité. Ben, ça, on sait que cette égalité-là peut se lire en disant que S est involutif. En tout cas, on en déduit que c'est une symétrie. On avait vu dans le chapitre sur les applications linéaires, on avait donné la définition d'une symétrie vectorielle et on avait dit que c'était équivalent à S rond S égale l'identité, à ne pas confondre avec les projecteurs, où c'est P rond P égale P. Et plus précisément, on sait que quand on a une symétrie, c'est la symétrie par rapport à ker de S moins id et parallèlement à ker de S plus id. Alors ker de S moins id, c'est quoi? C'est toutes les matrices M, donc les vecteurs ici ce sont des matrices, hein, S elle est définie sur Mn de K. Donc le noyau de S moins id, c'est tous les M qui vérifient S de M moins M égale 0. Autrement dit, qui vérifient S de M égale M. Et donc ça, c'est exactement Sn de K. Ker de S plus id, c'est toutes les matrices qui vérifient S de M plus M égale 0, c'est-à-dire S de M est égal à moins M, c'est-à-dire transposé de M égale moins M, c'est l'ensemble à N de K. Donc vous voyez que rien qu'en remarquant que cette application linéaire est une symétrie, on en déduit directement que Sn de K égale ker de S moins id et que An de K égale ker de S plus id. Donc du coup, de manière automatique, on obtient que Sn de K et An de K sont des sous-espaces vectoriels, d'une part qui sont des sous-espaces vectoriels, et en plus qu'ils sont supplémentaires. Donc c'est ce que j'ai appelé théorème 7. Sn de K et An de K sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de Mn de K. De plus, la transposition, comme on vient de le dire, c'est la symétrie par rapport à Sn parallèlement à An. C'est ce que j'ai écrit là, c'est la symétrie par rapport à ker de S moins id, parallèlement à ker de S plus id. Juste un mot, pourquoi ils sont supplémentaires de Mn de K? Parce que à chaque fois qu'on a une symétrie par rapport à F et parallèlement à G, automatiquement on sait que F et G sont supplémentaires de grand E. Donc ici on sait que Sn et An sont supplémentaires de grand E. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend une matrice M de Mn de K, du coup elle se décompose de manière unique, comme somme d'une matrice A, qui est symétrique, et d'une matrice B qui est antisymétrique. Donc là, je vous ai donné deux expressions de A et B. Comment on fait pour les trouver? M s'écrit sous la forme A plus B. Le fait que Sn et An soient supplémentaires veut dire que A et B existent et en plus sont uniques. Bon, donc M, elle s'écrit A plus B. Du coup, la transposée, comme la transposition est linéaire, la transposée d'une somme, c'est égal à la somme des deux transposées. A, elle est symétrique, donc T de A, c'est A. B est antisymétrique, donc T de B, c'est moins B. Donc j'obtiens que M vaut A plus B, et T de M vaut A moins B. Si je fais la somme de ces deux matrices, j'obtiens bien sûr 2A. Donc M plus T de M, vous comprenez bien que ça fait 2A. Donc A vaut 1 demi de M plus T de M. Et pour trouver B, il va falloir faire la différence M moins T de M. Donc les A disparaissent, j'obtiens un B moins B, donc j'obtiens 2B. Du coup, B vaut bien 1 demi de M moins transposé de M. Évidemment, ce théorème 7, le fait que Sn et An sont supplémentaires,
on aurait pu le démontrer par analyse-synthèse. On a déjà fait ça à plusieurs reprises, démontrer que deux sous-espaces sont supplémentaires par analyse-synthèse en démontrant que l'analyse-synthèse démontre qu'il y a existence et unicité de la décomposition. Par contre, si on avait fait ça par analyse-synthèse, il aurait quand même fallu démontrer auparavant que Sn et An sont bien des sous-espaces vectoriels de Mn de K. Alors vous comprenez que là, en ayant pensé à regarder S rond S, tout ça, on l'obtient de manière automatique. Exercice 11, décomposer la matrice M en somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Il suffit juste d'appliquer ces deux formules-là, j'ai M, GT de M, et je calcule soit leur somme, soit leur différence, et je redivise tout par 2, et j'obtiens ceci. Rappel, la famille des EIJ où EIJ est la matrice de Mn de P dont tous les coefficients sont nuls à l'exception du coefficient de la IM ligne et de la JM colonne, qui vaut 1, est une base de Mn de K, appelée la base canonique de MnP de K. Exercice 12, donner une famille génératrice de S2 de K, une famille génératrice de A2 de K, montrer que ces familles génératrices sont des bases, respectivement de S2 et de A2, exprimer enfin les vecteurs de ces deux bases en fonction des vecteurs de la base canonique de M2 de K. Bon, l'énoncé d'exercice est peut-être contestable, peut-être pas très clair, parce que si vous trouvez des familles génératrices quelconques, ce ne sont pas nécessairement des bases, mais celles qu'on va donner, nous, en seront. Donc on prend M, une matrice de S2 de K quelconque, une matrice symétrique. Sur la diagonale, il y a exactement ce qu'on veut, et par contre, ici et là, il y a forcément le même coefficient. Et donc ça, je peux écrire ça sous la forme A fois la matrice, cette matrice-là, plus B fois cette matrice-là, plus C fois cette matrice-là, avec un 1 ici et là. Et donc j'obtiens que ça fait A fois la matrice E1, 1, ça c'est B fois la matrice E de 2, il y a des zéros partout sauf en position de 2, et puis ça en fait c'est la matrice E12 plus la matrice E21. Donc la matrice E12, première ligne, deuxième colonne, c'est la matrice où il y aurait un 1 ici, des zéros partout ailleurs, et puis E21 c'est la matrice où il y aurait un 1 ici, des zéros partout ailleurs. Donc quand je fais la somme de ces deux matrices, évidemment j'obtiens celle-ci. Donc là je viens de démontrer quoi? Je viens de démontrer que toute matrice symétrique s'écrit comme une combinaison linéaire de ces trois matrices. Donc je viens de prouver que ça c'est bien une famille génératrice de S2 de K. Je vais tout de suite démontrer que c'est une base de S2 de K, donc il me reste juste à démontrer que c'est libre. Alors, pour démontrer que c'est libre, je vais utiliser la proposition 15 du chapitre 15, là vous reverrez de quoi il s'agit. Ces deux matrices E11 et E22, là, les deux premières, celle-là et celle-là, forcément, elles forment une famille libre. Alors j'ai marqué pourquoi, parce que c'est deux matrices qui ne sont pas collinéaires, évidemment, il n'y en a pas une qui est égale à lambda fois l'autre. Et puis encore mieux, c'est une sous-famille de la base canonique. La base canonique, elle est libre, donc ça c'est une sous-famille d'une famille libre, c'est libre. Et puis, ce vecteur-là, cette matrice, la matrice E12 plus E21, clairement, elle n'appartient pas au vecte de E1 et E22. Pourquoi? Parce que le vecte de E1 et de E2, si je fais une combinaison linéaire de E1 et E22, je vais forcément trouver un 0 en position 1,2 et un 0 en position 2,1. Or, quand on fait E12 plus E21, on n'a pas des zéros à ces endroits-là. Donc ça prouve bien que cette matrice-là ne peut pas s'écrire comme une combinaison linéaire de ces deux matrices-là. Du coup, j'avais quoi? J'avais une famille libre constituée de ces deux vecteurs, et puis j'ai un troisième vecteur qui n'appartient pas au vecte de ces deux premiers vecteurs. Ça veut dire que quand je construis la surfamille, quand je rajoute cet élément-là, j'ai toujours une famille libre, donc ça c'est bien ce que nous dit la proposition 15 du chapitre 15. Donc on obtient du coup une famille libre, c'est-à-dire une base de S2 de K. Pour A2 de K, c'est plus simple, parce qu'une matrice antisymétrique, elle s'écrit forcément comme ça, et donc là j'obtiens la matrice E12, première ligne, deuxième colonne, moins E de 1. Donc j'ai peut-être inversé ici, enfin on va voir ça dans la prochaine vidéo.